Bonjour et bienvenue à McGill à vos côtés, une série de web émissions qui a pour but de soutenir les proches aidants et les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs et fondatrice de programmes de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé de McGill qui supervise ce programme, notamment le Dr José Moret, professeur titulaire de médecine, et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite au département de neurologie et de psychiatrie. McGill à vos côtés bénéficie du soutien du programme d'engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins de la démence. Le programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources multilingues gratuites pour informer et soutenir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, leurs familles, ainsi que les étudiants et les professionnels de la santé. Nous vous invitons à visiter notre site web au www.mcgill.ca/démence. Vous allez trouver des guides éducatifs, des cours en ligne, des vidéos d'activités, des groupes soutien virtuels et plus encore. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des nouveaux traitements pour la maladie d'Alzheimer. Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à mon invité, le docteur Simon Ducharme, neuropsychiatre et clinicien chercheur à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et au Neuro. Il est spécialiste des dégénérescences frontotemporales et de l'interface entre les troubles psychiatres et les troubles neurocognitifs. Il mène des recherches sur de nouveaux biomarqueurs des troubles neurocognitifs ainsi que des essais cliniques, notamment sur les thérapies géniques dans la dégénérescence frontotemporale. Le docteur Ducharme est titulaire d'une bourse de clinicien-chercheur principal du Fonds de recherche du Québec. Il est l'auteur de plus de 180 articles scientifiques et de 8 chapitres d'ouvrages. Il est le directeur de la division de psychiatrie gériatrique et de neuropsychiatrie de l'Université McGill et directeur adjoint de la recherche au département de psychiatrie de McGill. Il est également membre de l'American Neuropsychiatric Association. Au cours de cet épisode aujourd'hui de McGill à vos côtés, Dr Ducharme fournira des informations sur un nouveau médicament, le lecanemab, qui s'est montré capable de ralentir modestement le déclin cognitif chez des patients atteints de la maladie Alzheimer à un stade précoce. Bienvenue à McGill à vos côtés, Dr Ducharme. Merci beaucoup, Claire, de l'invitation. Tout d'abord, avant de parler du sujet du jour, de divulguer que j'ai fait des études cliniques, là, telles que mentionnées dans la bio, qui inclut des contrats avec différentes compagnies pharmaceutiques et que j'ai participé à des comités aviseurs ou des présentations avec les compagnies Eisai et Eli Lilly, qui sont les fabricants respectivement du lecanemab et du donanemab. Alors, Dr Duchamp, avant qu'on va parler des nouveaux traitements, pour les personnes qui sont nouveaux à ce sujet, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement ce que c'est la maladie Alzheimer et comment elle affecte le cerveau au fil du temps? Avec plaisir. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative, donc une maladie qui endommage graduellement les cellules qu'on appelle les neurones dans le cerveau et qui mène graduellement à un déclin cognitif et à une perte d'autonomie. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une séquence de changements biologiques qui inclut deux grandes composantes, quelque chose qu'on appelle les plaques d'amyloïde, donc des agrégats d'une molécule appelée l'amyloïde, et aussi des agrégats d'une autre protéine qu'on appelle la protéine Tau, qui vont s'accumuler en séquence, devenir toxiques pour les neurones et va causer graduellement de la dysfonction des cellules du cerveau, éventuellement leur mort qu'on appelle qu'on voit sur les scans comme étant de l'atrophie.
Et donc, ça va amener aux symptômes classiques, perte de mémoire à court terme, difficulté à trouver les mots, difficulté d'orientation, d'organisation, qui mènera inexorablement à la perte d'autonomie et le stade qu'on appellera la démence, qui est un stade là, de perte d'autonomie de la personne. Et quand on parle de la maladie Alzheimer, on parle de l'amyloïde. Qu'est-ce que c'est l'amyloïde et comment est-ce que les gens vont... okay, sorry, Stuart. I'm trying to say, how do people get amyloid in their brain? How do I ask that question? Je veux dire, quand on parle de maladie d'Alzheimer, on entend souvent parler d'amyloïde. Euh, Pourrez-vous expliquer qu'est-ce que l'amyloïde et pourquoi Okay, est-ce qu'on l'accumule dans yeah, le cerveau? okay. Stuart, you got me there? Okay, okay. Yeah. Alors, quand on parle de la maladie Alzheimer, on utilise le terme aussi le amyloïde. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est le amyloïde et comment l'amyloïde se trouve dans le cerveau? Ouais. L'amyloïde, c'est une condition essentielle à la maladie d'Alzheimer, mais qui sera suivie d'autres changements biologiques. Donc, l'amyloïde, à la base, c'est une protéine qui a une fonction essentielle dans le cerveau. Donc, c'est normal d'avoir de l'amyloïde. Elle sera produite, utilisée, dégradée, éliminée. Le problème dans la maladie d'Alzheimer, c'est que ces protéines-là d'amyloïde, plutôt que d'être recyclées dans leur cycle naturel, vont commencer à s'accumuler ensemble et vont devenir des agrégats de plus en plus gros qui deviennent toxiques pour les cellules nerveuses et qui vont éventuellement former ces fameuses plaques-là, qui sont des gros agrégats d'amyloïde qui restent dans le cerveau. Et donc, cet amyloïde-là va causer, c'est comme un côté toxique qui endommage les neurones et qui va être suivi d'une autre cascade, là, le taux, l'atrophie et tout. Euh, on accumule l'amyloïde pour différentes raisons. Le premier facteur, c'est l'âge. Donc, c'est vraiment très associé au vieillissement. Si on regarde le cerveau de gens là, très âgés, en haut de 90, 100 ans, ils vont presque tous avoir un certain degré de plaque d'amyloïde. Donc, il y a un phénomène vraiment qui augmente beaucoup avec l'âge. On peut en voir chez les gens plus jeunes. Donc, ça, il va parfois avoir des facteurs génétiques, héréditaires, comme certaines variantes du gène ApoE4, ainsi que des facteurs de risque, on va dire, plus de style de vie. Donc, en maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup les facteurs de risque vasculaire, haute pression, diabète, tabagisme. Tout ça, ce sont des facteurs qui, à travers le dommage vasculaire, semblent favoriser l'accumulation d'amyloïde. Il y en a d'autres, comme par exemple les problèmes de sommeil chronique aussi vont être associés à davantage d'amyloïde parce que l'amyloïde est beaucoup éliminé durant la nuit. Donc, il va y avoir vraiment un ensemble de facteurs qui vont s'accumuler puis qui vont mener à l'apparition de ces plaques d'amyloïde-là, qui sont en général présentes de nombreuses années avant l'apparition des symptômes. Donc, on peut avoir des plaques d'amyloïde, on va dire asymptomatiques pendant 10 ans, 15 ans, mais éventuellement, il y aura le reste de la cascade Alzheimer qui va se mettre en place. Alors, le nouveau traitement dont on parle s'appelle le lecanemab. Et pourquoi est-ce que ça suscite tellement d'attention et d'espoir comparé aux autres médicaments qui existent actuellement? Le lecanemab, qui a été approuvé au Canada il y a quelques semaines, ainsi que possiblement un autre traitement qu'on appelle le donanemab, qui lui est encore en évaluation à Santé Canada. Ce sont les premiers traitements qui modifient le cours de la maladie. Donc, ce qu'on avait jusqu'à maintenant comme intervention en maladie d'Alzheimer, c'était très limité. Donc, on contrôlait les facteurs de risque pour essayer de diminuer d'autres sources de dommages au cerveau. Et on avait une classe de médicaments oraux là, que les gens connaissent probablement par leur nom, Aricept, Excelon, Rivastigmine, Memantine. Ce sont des médicaments qu'on pourrait appeler des stimulateurs cognitifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils augmentent la quantité d'un transmetteur appelé acétylcholine qui aide avec la mémoire. Donc, lorsque je prends le médicament, je stimule un peu la mémoire.
Et donc, le bénéfice était relativement modeste, mais c'est ce qu'on avait. Donc, on essaie de stimuler un peu le système, mais biologiquement, ça ne change pas la courbe de progression de la maladie. Là, ici, ce qui est très intéressant avec le lecanemab, c'est qu'on voit vraiment qu'on ralentit la progression biologiquement. Donc, on enlève une grande partie des plaques d'amyloïdes et on voit que la courbe de progression devient moins prononcée. Et donc, quand on parle d'un traitement qui modifie le cours de la maladie, c'est qu'on voit graduellement les courbes traitées, non traitées, qui s'éloignent de plus en plus. Donc, on vient ralentir l'évolution. Et donc, après 3 ou 4 ans, on commence à avoir une différence qui est pas mal intéressante. Et à quel stade de la maladie Alzheimer est le lecanemab est-il destiné? Et est-ce que c'est aussi seulement pour la maladie Alzheimer ou est-ce que ça peut aider avec les autres troubles neurocognitifs majeurs? Donc, il y a 2 points très importants. Le premier point, deuxième partie de votre question, c'est vraiment un médicament qui agit biologiquement contre l'amyloïde. Donc, c'est seulement indiqué en maladie d'Alzheimer avec une preuve biologique qu'on appelle des biomarqueurs qu'il y a de l'amyloïde. Donc, ce n'est pas indiqué dans toutes les autres formes de démence. Et ce n'est pas indiqué non plus chez les gens qui peut-être ont une composante maladie d'Alzheimer, mais qui est mixte avec beaucoup, par exemple, de dommages vasculaires. Donc, on veut vraiment cibler des gens qui ont une maladie d'Alzheimer relativement isolée. Ensuite, au niveau du stade, c'est l'autre point qui est crucial. Ces médicaments-là démontrent leur efficacité dans les stades très précoces de la maladie. Donc, vraiment dans les premières phases de maladie d'Alzheimer. Ce qu'on appelle plus communément le trouble cognitif léger. Donc, un trouble cognitif léger, c'est quelqu'un qui, depuis peut-être 1 année, 2 années, a un léger déclin progressif, surtout de la mémoire court terme, donc des oublis, peut-être s'enfarger dans les mots, un peu plus de difficulté avec la perception de l'espace. Et donc, souvent les gens autour de la personne remarquent qu'il y a un déclin. Donc, il y a un problème cognitif. Par contre, c'est un stade qui est encore assez léger pour que la personne demeure autonome. Donc, c'est-à-dire la personne pourrait vivre seule, peut faire ses courses, donc va peut-être devoir utiliser des stratégies de rappel ou de compensation, mais c'est quelqu'un qui fonctionne de façon globalement autonome. Donc, on a la combinaison début de maladie au niveau perte cognitive, donc on a les symptômes, on a la preuve biologique, mais on a quelqu'un qui est tellement léger que ça n'a pas encore mené à une perte d'autonomie. On peut aller aussi jusqu'au stade qu'on va appeler entrer en démence légère. Donc, c'est-à-dire que là, on a un peu de perte d'autonomie pour les tâches complexes seulement. Donc, par exemple, faire les comptes, les impôts, faire des courses plus complexes, où là, on commence à avoir une perte, mais on demeure quand même très autonome pour tout le reste. Donc, toutes les tâches de base, l'hygiène, on peut rester seul à la maison. Donc, on va vraiment chercher troubles cognitifs légers aux toutes premières phases d'entrée dans la perte d'autonomie. Alors, c'est pas un médicament qui va guérir la maladie, mais c'est un traitement qui va ralentir sa progression. Alors, c'est quoi les avantages de ce médicament? Peut-être aborder comment est-ce que ça peut avoir un bénéfice sur le patient ainsi que les proches aidants. Ouais. Donc, les chiffres importants à retenir, c'est l'idée que ça ralentit la progression de l'ordre de 30%. Donc, on va continuer à progresser. Donc, on n'arrête pas la maladie, on ne retourne pas en arrière, mais en moyenne, on va ralentir la progression de l'ordre de 30%. Donc, qu'est-ce que ça nous donne concrètement? Par exemple, 30%, ça veut dire que ben, si je prends le médicament 3 ans, c'est comme si j'avais sauvé 1 année de progression. Mhm. Donc, ça, c'est une façon de le voir. L'autre façon de le voir, c'est si on regarde quelles sont les probabilités de progresser au stade suivant. Par exemple, on peut appeler la démence modérée, qui est un stade avec une perte d'autonomie plus significative. Ben, on réduit là, sur une période de 3 ou 4 ans la probabilité de passer au stade suivant de plus de 50%. Donc ça, c'est le bénéfice. Ce que moi, je trouve très intéressant aussi dans les études, c'est que le bénéfice, on ne le voit pas seulement sur les mesures là, de progression de la maladie, mais on le voit par exemple sur des mesures de qualité de vie,
ou sur des mesures de fardeau pour les dents naturelles. Donc, c'est pas seulement un bénéfice sur des échelles que les docteurs aiment faire, c'est aussi des bénéfices similaires sur des mesures qui vraiment touchent directement à la qualité de vie des gens. Alors, comment est-ce que les médecins déterminent qui pourrait être un bon candidat pour le Canamab? Donc, la première étape, c'est la même que ce qu'on faisait avant, c'est celle de l'évaluation diagnostique. Donc, lorsque quelqu'un est référé, cas classique, personne 72 ans, a des oublis depuis 18 mois, la famille s'inquiète. Donc, on va faire une évaluation médicale. Donc, il va regarder, oui, les symptômes de possibles maladies d'Alzheimer, mais aussi d'autres facteurs qui pourraient contribuer, des facteurs de risque vasculaire, des fois des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires, des causes simples et réversibles comme des déficits en vitamine B12. Donc, on va faire ce bilan-là. Si on arrive à la fin, puis qu'on se dit oui, ça colle, ça semble être un trouble cognitif léger, la cause la plus probable est la maladie d'Alzheimer, ben là, on va ouvrir la boîte. Est-ce que ça pourrait être un candidat lecanemab? Et là, on a besoin d'une série de tests pour confirmer le diagnostic et aussi évaluer s'il y a des contre-indications aux médicaments à cause de certains risques. Donc, si on les prend un par un, la première chose, c'est au niveau des tests cognitifs. Donc, les gens ont souvent entendu parler des tests MMSE ou MoCA, là, les tests rapides que l'on fait. Dans le cas du lecanemab, on aime bien faire le MMSE, qui est aussi connu sous le test de Folstein, qui est un test sur 30. Et idéalement, les gens devraient avoir 22 ou plus sur 30. Donc, l'idée étant que, étant donné qu'on veut des gens qui sont des stades très légers, si on score trop bas, c'est probablement le signe qu'on a une maladie qui est un peu trop avancée. Donc, on devrait avoir 22 ou plus. Il peut y avoir certaines exceptions, là, si les gens ont des problèmes principalement langagiers, mais on veut des gens pas trop avancés. Deuxième chose qui est critique, c'est qu'on exige d'avoir la preuve que biologiquement, il y a des plaques d'Alzheimer au niveau du cerveau. Et donc, il y a trois tests qui peuvent être utilisés pour ça. Le premier test, c'est un scanner qu'on appelle un TEP scan, une tomographie par émission de positron, mais qui a un traceur vraiment pour les plaques d'amyloïde, qui est un test qui est disponible au Québec, souvent difficile à avoir en termes de durée d'attente, mais on peut prouver qu'il y a des plaques comme ça. On peut avoir la même preuve biologique à travers une ponction lombaire en regardant différents marqueurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis un peu moins d'une année, on a maintenant un test sanguin qui permet de détecter les plaques. Ça s'appelle le PETO 217, qui est très bon, là, qui est environ 80-90% de la précision du TEP scan. Et donc, qui souvent va être suffisant pour prouver qu'il y a une maladie d'Alzheimer biologique. Ça, c'est au niveau diagnostic. Donc, on passe ces étapes-là, on dit oui, c'est un trouble cognitif léger, c'est de l'Alzheimer. Maintenant, on veut s'assurer que la personne n'a pas de risque excessif si elle prend le lecanemab. Et donc, pour ça, on va avoir deux tests. On va avoir une résonance magnétique du cerveau avec un protocole spécifique pour chercher s'il y a des petits segments. Et donc, soit les gens ne savent pas qu'en maladie d'Alzheimer, on peut aussi avoir des composantes vasculaires de micro-segments, micro-édèmes. Et donc, les gens ne le sauraient pas à moins de faire une résonance magnétique. Mais lorsqu'on fait le scan, si la personne a plusieurs de ces petits segments-là, on ne lui donnera pas le lecanemab parce qu'elle est à très haut risque d'avoir un des effets négatifs. Puis finalement, on doit tester un génotype, donc une variante génétique qu'on appelle le ApoE, qui est un gène qui a le plus grand facteur de risque génétique dans les maladies d'Alzheimer standard. Et il y a une variante de ce gène-là qu'on appelle le ApoE4 qui augmente le risque de maladie d'Alzheimer, mais également elle augmente le risque de saignement et d'édème avec le traitement lecanemab. Et donc, les gens qui sont malchanceux, qui sont double 4, donc qui vont être environ 10-15% de notre population en clinique, surtout chez les plus jeunes, ne recevront pas le lecanemab parce qu'ils sont à trop haut risque d'avoir un des effets secondaires.
Et quels sont les autres facteurs comme des maladies existantes par exemple, si je prends des blood thinners, etc., qu'est-ce qui se rendrait que je ne serais pas éligible pour le lecanemab? Dans la monographie, là, qui est le guide de prescription canadien, on se doit d'exclure les patients qui prennent des anticoagulants. À l'exception là, de la basse dose d'aspirine, ce que parfois les gens appellent l'aspirine de bébé, ça c'est acceptable. Mais tout ce qui est Coumadin, Plavix, Eliquis, on va ne pas donner le traitement à cause de théoriquement un risque de saignement au niveau intracrânien. Par la suite, on doit aussi ne pas avoir de conditions médicales instables. Donc, on peut recevoir le lecanemab si on a une hypertension chronique traitée, maladie cardiaque, diabète léger chronique traité. Ça, c'est pas un problème, mais on ne va pas introduire ce traitement-là chez quelqu'un qui aurait une maladie plus grave ou instable. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait un cancer, serait encore dans des processus de chimio, radiothérapie, ne serait pas éligible, ou une maladie qui exigerait beaucoup de changements là, de traitement ou une chirurgie éminente. On attendrait un point de stabilité avant de donner le traitement. L'autre aspect, c'est que, comme on va en discuter un petit peu plus tard, c'est un traitement qui est quand même demandant en termes de temps, de déplacement, de visite, de risque. Donc, pour un patient qui serait plus âgé, frêle, avec beaucoup de conditions médicales, beaucoup d'autres visites chez le médecin, c'est peut-être pas un choix recommandable. Donc, il y a une question un peu d'équilibre là, par rapport bénéfice versus le coût sur le patient là, en termes d'investissement de temps personnel. Et qu'est-ce que j'entends, c'est que à cause qu'il faut que le traitement soit donné dans le premier stage, il faut que les gens soient évalués le plus tôt possible. Quand ils commencent à avoir des signes des symptômes précoces, il ne faut pas attendre pour aller voir, pour faire une évaluation, parce qu'il faut que ça soit attrapé au début. Euh, et aussi, il y a beaucoup de tests à faire pour voir si les gens sont éligibles. Est-ce que tous ces tests-là sont disponibles au Québec? Est-ce qu'il faut attendre pour avoir des... C'est un changement d'approche. Donc, si on retourne dans le passé, il y avait quand même beaucoup de nihilisme là, par rapport à l'Alzheimer, à la démence. Ils disaient, bon, comme il n'y a pas grand-chose à faire, on n'a pas besoin de consulter rapidement. Donc, souvent, les gens arrivaient en clinique à des stades, qu'on va dire, modérés, sévères, plus pour gérer les troubles de comportement. Là, vraiment, on veut modifier le cours biologique de la maladie et on doit intervenir tôt. Donc, effectivement, en clinique, on veut que les gens viennent au tout début de leurs symptômes parce que c'est à ce moment-là qu'il pourrait y avoir une intervention. Donc, perte de mémoire court terme, difficulté de langage, désorientation. Puis, en maladie d'Alzheimer, on cherche vraiment un profil qui progresse lentement. Donc, pas des épisodes, pas un début soudain. Vraiment, cette petite baisse tranquille sur une année ou 2 années. Ça, c'est le genre de patient qui est plus à risque. Les tests, on les a tous au Québec. Par contre, c'est une évaluation de clinique spécialisée. Donc, ça demande des biomarqueurs, ça demande des suivis assez complexes. Donc, c'est un traitement qui, en ce moment, ne sera offert qu'à travers un suivi dans une des multiples là, cliniques spécialisées en troubles cognitifs et cliniques de la mémoire. Alors, avant qu'on va commencer à parler du traitement et comment ça fonctionne, est-ce que tu peux parler des risques principaux et les effets secondaires du lecanemab? Oui, donc il y a eu beaucoup de couverture médiatique là, à propos des risques de cette classe de médication-là. Donc, on va essayer de les résumer le plus simplement possible. La première famille de risques, c'est que c'est un médicament biologique. Donc, lors de l'infusion, plutôt la perfusion, on peut avoir une réaction un peu auto-immune ou d'allure allergique, donc étourdissement, chaleur, un peu comme des symptômes de fièvre.
Ce genre de réaction-là se gère assez facilement là, avec des médicaments simples comme le Benadryl, Advil et autres. Donc, chez les patients qui ont ce genre de réaction-là, ben, on va leur donner ces traitements-là avant la suivante. Donc, ça, c'est les réactions à la perfusion. C'est les risques qui sont plus inquiétants, c'est ce qu'on appelle les ARIA. Donc, ARIA, c'est un acronyme en anglais qui fait référence à des anomalies à l'imagerie cérébrale liées à l'amyloïde. Donc, le médicament, ce qu'il fait, c'est qu'il va passer à travers la barrière des vaisseaux sanguins, va entrer dans le tissu cérébral, va s'attaquer à l'amyloïde soluble, insoluble, comme briser tout ça, puis favoriser l'élimination. Et ce processus-là, ben, il va déclencher une réaction un peu inflammatoire qui peut faire ce qu'on appelle de l'édème. Donc, l'édème, c'est du liquide qui s'accumule dans une zone du cerveau et même des petits saignements, donc des petites zones qui ont saigné à l'endroit où ça s'est produit. Donc, c'est ça qu'on appelle les ARIA. Les ARIA, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un prend le lecanemab, il fait de nombreuses résonances magnétiques. On parle de 5 résonances magnétiques dans la première année. Et donc, le but, c'est de voir ces réactions-là avant même que la personne s'en rende compte. Donc, il y a un suivi qui est très, très rapproché parce que si on voit ce type de changement-là au cerveau, ben, on va mettre le traitement sur pause puis déterminer après est-ce qu'on peut le reprendre ou non. Donc, c'est ça qui fait peur parce qu'on lit Mhm. enflure du cerveau, saignement au cerveau. Bon, en réalité, lorsqu'on sélectionne bien la population, on va voir ça chez 15-20% des gens. La grande majorité des gens ne l'auraient jamais su si on leur avait pas fait une résonance magnétique, il n'y aurait eu aucun symptôme. Et chez ceux qui ont des symptômes, la grande majorité, c'est des symptômes banals qui disparaissent très rapidement. Donc, ça, c'est géré par le processus de suivi. Le chiffre qui est probablement plus pertinent pour les patients, c'est les effets secondaires qu'on va dire modérés à sévères. Donc, un effet modéré à sévère en recherche, ça veut dire un symptôme qui est suffisant pour causer une dysfonction au moins temporaire, sévère, on va peut-être se retrouver à l'hôpital. C'est entre 1 et 2. Donc, mettons le chiffre 1,5 d'effets secondaires qu'on dit modérés à sévères. Et on est bien en deçà de 1% pour vraiment là, les trucs plus sérieux. Mais c'est sûr, on parle édème, saignement cerveux, ça peut donner des symptômes d'allure comme un AVC, des crises d'épilepsie. Donc, c'est un risque qui est gérable, mais qui est quand même, qui demande un suivi médical rapproché. Alors maintenant, pour les traitements, comment est-ce que ça fonctionne? Où sont les traitements donnés? Et c'est quoi l'implication pour les membres de famille? Parce que je crois que c'est à chaque 2 semaines, je crois qu'il faut avoir une effusion. Exact. Donc, lorsque l'évaluation médicale a été complétée, on confirme le diagnostic, on confirme qu'il n'y a pas de contre-indication, hein, les anticoagulants, tous les tests qu'on a fait, on va dire, OK, ça c'est une personne qu'on peut inscrire au programme Lecanemab. Donc, en ce moment, on inscrit le patient au ce qu'on a un programme de support patient qui est organisé par la compagnie et donc qui va aider la personne à trouver le centre de perfusion le plus près de chez elle. Donc, les traitements sont donnés dans des cliniques de perfusion qui sont distribuées un peu partout à travers le Québec. Et avec le lecanemab, c'est beaucoup à travers le réseau Bayshore, là, mais il y en a d'autres. Et donc, on va identifier quelle est la meilleure clinique. La personne va devoir se procurer le médicament, soit à travers la clinique de perfusion, à travers une pharmacie. Et donc, le traitement, comme tu le mentionnais, c'est un traitement intraveineux, donc aiguille dans la veine, perfusion qui prend 1 heure ou 2, aux 2 semaines. Aux Donc, deux ça veut dire qu'à chaque 2 semaines, on va à la clinique recevoir le traitement. Pendant une période, là, si on regarde les études, c'était minimum 18 mois, mais on voit même là, les bénéfices à 3 et 4 ans. Donc, ça peut être pendant une période prolongée. Et juste pour clarifier, quand la personne, la patiente va au clinique, est-ce qu'il faut qu'il soit toujours accompagné d'une membre de famille? Non, donc c'est certain que le traitement il est exigeant en termes de visite et de suivi.
Donc, idéalement, il va y avoir un support de la famille. Maintenant, on parle de gens au stade de troubles cognitifs légers. On a des gens qui sont capables de s'organiser par eux-mêmes, mais c'est certain qu'on doit quand même prévoir une détérioration. Donc, idéalement, il va y avoir un support familial. Mais là, c'est pas obligatoire d'être accompagné pour... Et c'est juste pour bien planifier notre temps parce que c'est à chaque 2 semaines pendant 18 mois minimum jusqu'à 4 ans. Et on doit ajouter à ça les résonances magnétiques de suivi qui suivent un protocole très strict. Donc, comme par exemple, ça nous prend absolument une résonance magnétique entre la deuxième et la troisième injection. Donc, là, faut voir, on a 2 semaines. Donc, on a 2 semaines pour que la personne ait son rendez-vous à la résonance magnétique, fasse le test, que le test soit révisé par le radiologue, que le médecin prescripteur voit le rapport et donne le OK à la clinique de perfusion pour la suivante. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un qui dit ah, j'avais mon rendez-vous de résonance magnétique le mardi, là, mais là, je m'en vais en Floride une semaine, repoussez-moi ça de 3 semaines. Ça ne marche pas comme ça. Et même pour l'examen de la résonance magnétique, est-ce que c'est la clinique qui va organiser ces rendez-vous-là ou est-ce que ça va être la responsable? Parce que supposons je vais aux cliniques pour faire mon infusion, mais si il faut que j'attends pour aller à l'hôpital pour avoir mon autre examen, ça peut prendre des mois. Alors, Ouais. C'est une coordination entre l'équipe médicale, la radiologie et le programme d'organisation des perfusions. Donc, tout ce monde-là doit être en réseau. mhm. Et donc, ça va varier d'une place à l'autre, mais comme par exemple, nous, à notre clinique, notre partenaire de radiologie, c'est l'hôpital La Salle. Et donc, eux, ils se sont formés pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin en termes de lecture, de protocole. Donc, ils ont une voie spécifique pour ça. Donc, lorsqu'on a un patient enregistré, on dit, OK, la première perfusion, c'est le 12 février, ben, tout de suite, on va avertir la radiologie et eux, ils peuvent prévoir que ça va prendre ben, une IRM probablement entre le 1 et le 7 mars. Et donc, nous, on a notre équipe médicale infirmière qui s'assure que l'IRM est fait parce que le centre de perfusion, lui, ne va pas donner le traitement si on n'a pas eu la clairance. Donc, on voit que c'est beaucoup d'organisation au niveau du système. On est capable de le faire pour un petit nombre de cas. Il faudra voir avec le temps si le nombre de cas grossit, ça va devenir un système plus difficile à gérer. Mais maintenant, pour nous, c'est nouveau en Alzheimer, mais ils font ça en sclérose en plaques, en oncologie, puis on s'organise. Et juste pour que tout le monde comprenne, alors, aussitôt que j'ai passé les tests aussi, je suis une personne que j'ai même pas eu mon évaluation encore, que je commence à avoir des symptômes où je vois que mon conjoint a des symptômes. Il faut contacter notre médecin de famille en premier et ce sera le médecin de famille qui va décider que il ou elle pourrait faire les étapes ou sinon ils sont référés à un neuropsychiatre comme toi ou neurologue. Comment ça Ouais, fonctionne? l'idéal pour ce traitement-là, c'est vraiment d'avoir une évaluation puis une prise en charge dans une des peut-être une dizaine là, de cliniques de troubles cognitifs, cliniques mémoire spécialisées au Québec qui sont en train de développer la capacité pour organiser ce traitement-là. Donc, oui, on passe par le médecin généraliste avec euh, l'idée qu'on s'inquiète de ce problème de mémoire-là et qu'on ne veut pas être trop passif parce qu'on sait qu'il y a une fenêtre d'intervention et qu'elle ne sera pas éternelle. Donc, j'encourage les gens quand même à passer par leur médecin de famille parce que ils en voient beaucoup, là, donc eux, ils peuvent voir aussi est-ce que c'est vraiment plausible que ça soit ça. Des fois, ça peut être des problèmes un peu plus banals liés à des facteurs comme mal dormir ou autre. Donc, c'est bien de passer par le médecin de famille, commencer un peu les tests. Mais oui, on va vouloir voir les gens en clinique de mémoire un peu plus rapidement que ce qu'on faisait par le passé. Est-ce que éventuellement vous croyez qu'il va y avoir une pilule au lieu d'avoir des injections? Est-ce que c'est en train de se Donc, penser? le lecanemab existe dans une formulation qu'on appelle sous-cutanée. Donc, sous-cutanée, ça veut dire les petits
comme un stylo là, avec une mini-aiguille qui perce un peu la peau et injecte le médicament. Cette formule-là, elle existe aux États-Unis pour ce qu'on appelle le traitement de maintien. Donc, après le premier 18 mois de perfusion, les gens aux États-Unis peuvent passer au sous-cutané, ce qui est plus simple pour eux en termes d'organisation parce qu'ils le font à la maison. Cette mode de distribution-là n'est pas encore approuvé au Canada, mais pourrait le devenir là, dans les prochaines années. Alors récemment, le Canamab a été approuvé par Santé Canada. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les patients? Est-ce que ça veut dire que le médicament va être disponible pour tout le monde? Qu'est-ce que ça signifie? Santé Canada, eux, font une évaluation en termes de bénéfices et de risques principalement. Donc, Santé Canada, ils ont pris 2 années à regarder toutes les données, court terme, long terme, sécurité, toutes sortes de choses, et ils ont conclu que il y avait un profil bénéfice-risque qui était acceptable en mettant certaines balises. Donc, par exemple, les contre-indications dont je parlais plus tôt. Et donc, ça autorise la compagnie à commercialiser le médicament. Donc, une fois que Santé Canada autorise, la compagnie, et ça ici, peut produire le médicament ou l'importer au Canada et qu'il soit donné cliniquement. Donc, ça, c'est le volet d'accès. Par contre, sauf pour des médicaments dispendieux, il y a un autre volet qui est celui du payeur, donc de la couverture financière, qui n'est pas sous la juridiction de Santé Canada. Donc, il y a 2 organismes qui évaluent ça. Au Québec, c'est ce qu'on appelle l'INES, qui est l'organisme qui évalue la pertinence des médicaments, bénéfices, rapport coût-efficacité, qui va faire une recommandation au ministère de la Santé de couvrir ou non le médicament. Et peut-être que les gens ont déjà entendu, mais l'INES a recommandé au gouvernement du Québec de ne pas payer le lécanémab. Donc, à moyen terme, ce ne sera pas un traitement qui va être remboursé par le régime public. Euh, donc, il devra être accédé soit au niveau de gens qui payent pour le médicament par eux-mêmes, ou il y a une certaine possibilité que des assureurs privés, donc parfois les gens ont des assurances médicaments privées avec leur employeur ou autre, certains des régimes privés pourraient accepter de couvrir, mais bien sûr, ça s'applique surtout aux gens plus jeunes, en bas de 65, 70 ans, qui ont encore des liens d'emploi. Pourquoi est-ce que Inès a décidé de ne pas supporter le Canamab? Euh, c'est une discussion qui est complexe. Donc, l'INES, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé principalement l'étude principale, on appelle l'étude de phase 3, Clarity, qui, elle, dure 18 mois. Donc, lorsqu'une compagnie pharmaceutique veut faire approuver un médicament, ils se doivent d'avoir une étude finale, l'étude de phase 3. Ils vont s'entendre avec FDA, Santé Canada pour dire qu'est-ce qu'on va faire, puis on va montrer que le médicament a un bénéfice sur telle échelle, puis ça va être ça notre point central. Et donc, ils doivent démontrer dans l'étude un bénéfice sur leur mesure. Donc, ici, c'était ce qu'on appelle le CDR Sum of Boxes, qui est une échelle globale de sévérité de troubles cognitifs comme l'Alzheimer, donc une échelle qui est bien. Par contre, c'est une échelle qui couvre tout le spectre de la démence, puis alors ici, on est vraiment juste dans les phases très légères. Et donc, on voit clairement que le médicament ralentit la progression de 30%. Donc, ça, il n'y a pas de débat sur la signification statistique. L'effet est là, on enlève l'amyloïde, ça, tout est beau. L'INES, eux, ce qu'ils contestent, c'est que comme la maladie d'Alzheimer, c'est pas une maladie qui progresse très rapidement. Sur 18 mois, il y a un changement, mais il n'est pas énorme. Mais si on réduit ce changement-là à la base qui n'est pas énorme de 30%, ben la différence en absolu entre le groupe traité et pas traité à 18 mois, elle est présente, mais elle n'est pas énorme. Et donc, le débat, là, vraiment, est autour de ça. C'est qu'eux, ils ont considéré qu'à 18 mois, le bénéfice n'était pas suffisant pour justifier le traitement et son profil de risque. Il y a bien sûr des accords par rapport à cette interprétation-là.
Entre autres, les données à plus long terme. Donc, dans les études cliniques, il y a une phase randomisée. Donc, on a le traitement, on a le placebo, souvent moitié-moitié. Ici, elle durait 18 mois. Mais après 18 mois, les gens ont la possibilité, s'ils le veulent, de continuer à prendre le traitement et là, on peut les suivre pour le plus long terme. Et avec les canémames, on a jusqu'à 4 ans de traitement. Donc là, bien sûr, à 4 ans, on n'a plus le groupe placebo, qui serait le comparateur, bien sûr, idéal dans un monde parfait, mais on ne peut pas faire une étude comme ça. Il n'y a personne qui éthiquement accepterait de prendre un placebo pendant 4 ans. Donc, on doit se rabattre sur le meilleur comparateur. Ce sont des données de recherche historique. Donc, il y a des cohortes, une qui s'appelle ANI, entre autres, qui était une cohorte très professionnelle qui a suivi des gens avec exactement le même profil que ceux qui étaient dans l'étude lecanemab. Mais ça, c'était des gens qui étaient juste suivis en recherche, pas de traitement. Donc, on peut comparer lecanemab au comparateur historique de ANI. Et là, on va à 3 ans et 4 ans. Oui, à 18 mois, la différence n'était pas énorme, mais comme on continue de ralentir la progression, ben à 3 ans, 4 ans, les différences deviennent de plus en plus significatives. Et donc, c'est ça qui fait que la plupart des cliniciens dans les cliniques mémoire considèrent que le traitement a un bénéfice pour les patients. Alors, si une personne au Québec souhaite de bénéficier de ce traitement, quelles sont les options disponibles? Et supposons que la personne n'a pas de l'assurance privée, c'est quoi le coût par mois? Est-ce qu'il y a des essais cliniques ou des programmes d'accès spéciaux pour quelqu'un? Ouais, donc les compagnies ont des programmes d'accès, mais ça, c'est juste au début, là, hein. Donc, il va falloir que les gens trouvent une façon de se procurer le traitement. Donc, il y a deux voies. Il y a la voie soit de carrément l'acheter. Donc, pour les gens qui ont la chance d'avoir les moyens financiers de le faire. Sinon, les assureurs privés pour les gens plus jeunes, peut-être que certains accepteront de le courir. Pour l'instant, on n'a pas de décision d'un côté ou de l'autre. Le coût va varier parce que la dose est en fonction du poids. Et donc, pour un médicament dispendieux, si on a la moitié du poids, le double du poids, ça peut finir par faire une grosse différence. Donc, les chiffres exacts, c'est dur de les avoir là, en dehors de tous les contextes, mais pour donner un ordre de grandeur, on parle d'environ 30 000 par année. Par année, OK. Par année. Donc, si on parle de prendre le traitement en 2 ans, 3 ans, 4 ans, on multiplie. Je dirais, si on prend le traitement au moins 18 mois à 2 ans, comme dans l'étude, déjà, on peut aller chercher quand même un bénéfice intéressant. Et donc, ça, c'est le coût du traitement. Ensuite, il y a les coûts liés au suivi, hein, tous les tests diagnostiques, les IRM. Donc, ça, dépendamment du contexte, on soit être fait dans le réseau public ou certains centres pourraient passer par le privé. Alors, ma dernière question, c'est vraiment, alors pour les familles qui veulent considérer ce traitement, qu'est-ce que vous leur conseillez? Parce qu'il faudrait vraiment s'asseoir puis regarder c'est quoi les bénéfices euh, et les risques et le temps, etc. Alors, est-ce que vous prenez le temps de s'asseoir avec vos patients pour tout analyser ça? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes? Je pense que la première étape, c'est vraiment le diagnostic. Donc, surtout dans la phase trouble cognitif léger, d'aller démêler est-ce que c'est des symptômes inquiétants ou pas inquiétants. Et est-ce que c'est des symptômes inquiétants d'allure maladie d'Alzheimer, puis qu'on va venir confirmer biologiquement. Donc, ça, c'est la première étape. Après ça, la discussion au niveau des pour et des contre du traitement, en effet, l'idéal, c'est de le faire dans un cadre de suivi spécialisé. Puis, on va passer du temps avec les gens, leur expliquer les risques, les bénéfices, montrer les courbes aussi, amener un peu d'impact visuel. Je mentionne qu'il y a encore aussi beaucoup de traitements qui sont développés en recherche. Donc, on a aussi des très belles options dans le cadre de protocoles de recherche pour cette population-là. Donc, les gens qui, par exemple, auraient le diagnostic mais ne pourraient pas accéder à l'écanémab, ben, pourraient accéder à certains traitements dans des contextes de recherche si ont cet intérêt-là.
Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis de partager vraiment votre expertise et tes connaissances médicales dans cette nouveau era, comme on dit, de traitement. Merci beaucoup. Cette web émission est une initiative du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de McGill qui est financé par des dons privés. Alors, pour faire un don ou pour en savoir plus sur notre programme, visitez notre site web au www.mcgill.ca/démence et vous pouvez aussi également inscrire à notre infolettre. Merci beaucoup.